Bienvenue dans Dance Lab, le podcast dynamique et éducatif où la passion de la danse rencontre le monde de l'entrepreneuriat, du bien-être, de la santé mentale et bien plus encore. Des conseils, des histoires, des conversations captivantes avec des experts et des personnalités où recommandations et partage d'expériences enrichissent le quotidien des danseurs et pas que. Je suis Maïwenn Bramoulet, danseuse professionnelle aux multicasquettes, passionnée de danse depuis toute petite, ayant pour objectif de lever les voiles sur les fantasmes et les clichés du métier. En vous partageant toutes les facettes, les difficultés, les richesses et les challenges que ce métier comporte. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à me laisser une note et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Et si tu souhaites participer au podcast, écris-moi. Aujourd'hui, j'accueille Raphaël Petit-Perrin et Samuela Berda, juristes au CND, Centre national de la danse. Toutes deux accompagnent au quotidien les danseurs, danseuses, chorégraphes, administrateurs, administratrices, professeurs et directeurs-directrices d'écoles dans leur questionnement juridique et administratif. Contrat de travail, statut social, droit d'auteur, gestion de structure, convention collective, rien ne leur échappe. Raphaël Petit-Perrin a d'abord exercé comme avocate en droit social avant de rejoindre le CND il y a plus de 10 ans. Spectatrice de danse avant tout, sa première révélation artistique a eu lieu à l'adolescence avec Face d'Anna Teresa de Kirchmaker. Depuis, elle met son expertise juridique au service du secteur chorégraphique à travers des formations, des fiches pratiques et des accompagnements sur mesure. Samuela Berda, quant à elle, a pratiqué la danse en amateur pendant 20 ans. Juriste au CND depuis 2003, elle a fait de la passerelle entre le droit et la danse sa mission de tous les jours. Son approche rigoureuse et ancrée dans le réel des professionnels en fait une source précieuse pour les artistes comme pour les structures de production et de diffusion. Un échange riche, concret et accessible pour mieux comprendre les enjeux légaux qui traversent la vie des danseurs, danseuses et acteurs-actrices du secteur culturel. Que vous soyez artiste, porteur ou porteuse de projet ou simplement curieux des réalités qui structurent le monde de la danse et que vous souhaitez comprendre le droit dans ces secteurs, cet épisode est fait pour vous. Bonjour Raphaël, bonjour Samuela, bienvenue dans le podcast. Bonjour Maïwenn. Bonjour Maïwenn. Je suis très heureuse de vous avoir avec moi aujourd'hui au CND. Donc nous sommes dans un joli studio que vous m'avez joliment réservé. Merci pour cette attention, ça me touche beaucoup. Donc comme je l'ai exprimé en début d'épisode sur la présentation, nous allons parler juridique. Donc prenez vos carnets et vos crayons et prenez des notes. Et n'hésitez pas à faire des coupes aussi dans l'épisode si ça commence à devenir trop, ça fuse trop quoi. Et bien écoute, petite question habituelle, pouvez-vous nous parler de votre parcours et de votre rapport à la danse ? Vous voulez que Qui commence ? Alors, effectivement, moi, j'ai comme tu le disais, Maïwenn, dansé en amateur pendant longtemps, fait du droit évidemment en parallèle, des études de droit en parallèle, me suis retrouvée à faire du droit des affaires malgré moi, et même du droit de la santé à un moment, et lorsque un master 2, on appelait ça à l'époque DESS, en droit des professions artistiques a été créé là où je me trouvais à Aix-en-Provence, eh bien j'ai sauté sur l'occasion et j'ai pu effectivement me former aux questions spécifiques des secteurs culturels et artistiques alliés à mes connaissances juridiques. Voilà. Voilà. Et après, j'ai fait la connaissance du Centre national de la danse que je n'ai jamais quitté. Voilà. Ok. Alors, de mon côté, à l'inverse de Samuela, j'ai jamais pratiqué la danse. Enfin, j'ai fait quelques essais, mais c'était vraiment catastrophique. Non, faut pas dire ça dans un centre de danse. Ah bah si, mais vraiment pas. Aucune souplesse, aucune coordination. De toute façon, je ne reconnais pas ma droite et ma gauche. Enfin, voilà, ça marche pas du tout. Moi, c'était vraiment une rencontre, comme tu l'as dit, de spectatrices. Et du coup, c'était pas du tout non plus dans mes études, puisque moi, j'étais avocate avant de rencontrer le Centre national de la danse, que j'ai rencontré totalement par hasard parce que un de mes amis était chorégraphe hip-hop et présentait un spectacle ici au CND. Et il se trouve qu'en plus, moi, mes deux parents sont architectes et que quand on voit le bâtiment ici au CND, j'étais forcément sensibilisée voilà, à cette architecture très particulière. Donc c'est un lieu qui m'a beaucoup marquée. Et du coup, quand j'ai voulu quitter la profession d'avocate et que j'ai vu cette annonce du CND qui cherchait un ou une juriste, ça m'a immédiatement parlé, alors que moi, je ne connaissais pas du tout le droit d'un point de vue secteur artistique ou culturel. Ok, et quelle a été la passerelle du coup pour aller vers ce...
Après, quand on fait du droit, on peut faire tous les droits. Après, ce qui est formidable, Ok. c'est de réussir à allier des connaissances en droit dans un secteur qui nous plaît, quoi. C'est ça qui est formidable ici. Et bien justement, on va commencer cette premier épisode sur le droit avec les questions de l'intermittence, sur le cachet, sur aussi tout ce qui va être le bénévolat, sur les autres régimes, comment on peut, si on peut faire de l'auto-entrepreneuriat avec l'intermittence, tout ce qui se complète, etc. Et on va commencer simple ou pas. C'est quoi l'intermittence ? Ah, on commence dans le dur. Oui, c'est pour ça que j'ai dit on va commencer simple ou pas. Peut-être, je dirais que ce qui est l'origine de l'intermittence, avant de parler intermittence, pour comprendre ce qu'est l'intermittence, il faut commencer par poser le grand principe qui existe en droit français et qui est assez unique en Europe et dans le monde, qui est la présomption de salariat des artistes. En fait, l'idée, c'est que tous les artistes du spectacle sont par définition et par principe salariés. Donc, ils ont un contrat de travail et ils sont sous la subordination de leur employeur, en l'occurrence la compagnie, le théâtre, bref. Et à partir de là, cette présomption de salariat qui a été posée par le Code du travail dès 1969 dans un souci de protection des artistes du spectacle pour leur accoler la même protection sociale que tous les autres salariés en France, protection sociale bien plus importante que s'ils étaient travailleurs indépendants. À partir de là, quand on comprend que les artistes sont salariés, que donc ils ont des contrats de travail qui les lient aux différents employeurs qui font appel à eux, et bien là, on décline toute une palette de protection sociale, dont l'intermittence. L'intermittence, qu'est-ce que c'est ? C'est un régime d'assurance chômage spécifique à certaines professions du spectacle, d'accord ? Les artistes d'un côté, les techniciens et administratifs de l'autre. Et c'est un régime de chômage qui a été adapté à ces professions particulièrement précaires, travaillant souvent en CDD et donc par intermittence, avec des moments, une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Et du coup, on a adapté le régime d'assurance chômage, donc des allocations chômage, tout simplement, qui viennent compléter les périodes de vacances entre deux postes. Voilà. Donc, on est bien d'accord que l'intermittence, c'est un régime et non pas un statut. Exactement. C'est quoi la différence entre statut et régime ? Ah bah tout simplement, les statuts, c'est la manière dont on travaille et la manière dont on est déclaré. En France, on peut exercer son métier, quel que soit le métier d'ailleurs, soit en tant que salarié, soit en tant que travailleur indépendant en montant sa propre entreprise ou sa propre société, soit en tant que fonctionnaire. Voilà les trois statuts qui existent. En parallèle, il y a le statut d'auteur, on pourra en parler à un moment, il me semble, mais voilà. Et ensuite, de ces statuts-là en découlent différentes types de protection sociale pour le chômage, la maternité, la retraite, la paternité, la maladie, etc., etc. Et l'intermittence est une manière de protéger le chômage des artistes. Voilà. Et donc le régime, qui est une suite de règles d'assurance chômage, le régime, c'est une suite de règles en matière d'assurance chômage. Ok. Donc quand une personne, par exemple, dit je suis intermittent du spectacle, on est d'accord qu'elle ne détermine pas Bravo. J'adore les regards complices entre vous, vous me faites rire. On est d'accord que l'intermittence, c'est donc un régime et non pas un métier, notamment quand une personne dit tu fais quoi dans la vie ? Je suis intermittente. Non. Tu es soit chanteur, soit danseur, soit comédien, soit technicien aussi, parce qu'il y a des techniciens qui sont affiliés au régime des intermittents. Donc c'était pour bien préciser cela. Et si Exactement. tu as des précisions à apporter, je t'en prie. Quelqu'un qui dit je suis intermittent du spectacle, c'est quelqu'un qui dit je suis chômeur en fait. Donc on n'apprend pas grand-chose sur lui. Il faut vraiment... Effectivement, on est dans un secteur d'activité où on a l'impression qu'être intermittent, c'est un critère de professionnalisation. Alors qu'en fait, non, il y a plein d'artistes qui sont artistes professionnels et qui sont pas intermittents. Il ne faut pas forcément faire ce lien-là. Et effectivement, l'intermittence du spectacle, comme l'a dit Samuela, ça regroupe plein de métiers extrêmement différents. Déjà, on peut être intermittent technicien, intermittent personnel administratif, intermittent artiste. Et dans toutes ces grandes professions, il y a aussi plein de métiers extrêmement différents. Donc, quand on dit effectivement « je suis intermittent », en fait, on dit « je suis chômeur ».
Yes. Et donc, on nous considère du coup un petit peu moins aussi. Donc, on peut être artiste et avoir un statut d'auto-entrepreneur, avoir une société ou... Pour exercer sa profession d'artiste ? Ouais, ou avoir une licence spectacle ? Non. Non. Okay. Comme disait Samuela, le principe en France, c'est que les artistes, leur statut, c'est d'être salariés. En principe, quand on fait appel à un artiste du spectacle pour produire un spectacle, il est obligatoirement salarié par un employeur. Après, il y a des exceptions à ce principe. Il y en a 2 qui sont définies dans le Code du travail. La première, c'est pour les artistes qui sont résidents dans un État membre de l'Union européenne et qui sont travailleurs indépendants dans leur pays pour leur permettre de venir travailler en France en gardant ce statut. On peut les embaucher sur facture comme prestataires de services. Et la deuxième exception, c'est pour les artistes qui exercent leurs fonctions dans des conditions qui nécessitent leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Donc du coup pas micro-entrepreneur, puisque quand on est micro-entrepreneur, auto-entrepreneur, c'est la même chose. On est dispensé d'inscription au registre du commerce et des sociétés, alors que la présomption de salariat ne va tomber que si on exerce ses fonctions sous un statut qui nécessite une immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Dans le secteur du spectacle, on n'a pas beaucoup de décisions judiciaires, donc c'est parfois compliqué de savoir comment en pratique les juges traiteraient ces questions-là. Mais les exemples qu'on a où les juges ont reconnu que cette présomption de salariat pouvait tomber, donc on pouvait avoir des artistes freelance, travailleurs indépendants, payés sur facture, c'est pour les artistes de cirque ou de cabaret qui travaillent au numéro et qui du coup vont proposer à des producteurs de spectacles des numéros qui sont déjà tout faits, tout prêts, et du coup qui vont pas travailler avec une équipe dans une communauté d'intérêt, donc ils arrivent avec un numéro qui est tout prêt, ou dans ces cas-là, si l'artiste ne peut pas se présenter, le spectacle sera plus court de la durée du numéro, mais ça n'a pas plus d'influence sur le déroulé du spectacle. Alors, sauf s'il y a des changements rapides et que c'est à ce moment-là qu'il fallait que tu fasses ton changement rapide. Là, tu es dans la merde. Et en l'occurrence, l'artiste que tu cites vend son numéro au cabaret. Ou, voilà. Donc, il a... Plus dans le côté entrepreneuriat, si voilà. on peut dire ça comme ça. Exactement. Et il y a aussi des artistes qui sont en CDI dans certains cabarets ou certaines structures à Paris ou autres. Est-ce que le fait de mettre des artistes en CDI, ça peut tuer un peu le régime de l'intermittence ou pas du tout ? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de clichés là-dessus aussi, et donc je vois que ça fait non de la tête. Mais Non, je ne pense pas que ça puisse tuer l'intermittence, pas du tout, effectivement. Alors, au niveau de la danse, il y a quand même assez peu d'artistes, malheureusement, ou heureusement, enfin pour certains, en CDI, seulement quelques centaines, dans certains ballets, comme tu le dis, dans certains cabarets. Et effectivement, ces personnes-là, ces artistes-là, eux, elles cotisent au régime général de l'assurance chômage, et le jour, si un jour ils ou elles perdent leur emploi, ils ou elles ouvriront leurs droits au régime général de l'assurance chômage, comme n'importe quelle personne. On aime bien toujours citer le fleuriste ou le boulanger, qui perd son emploi et qui touchera l'ARE, l'allocation retour à l'emploi classique du régime général. Ça n'a pas d'incidence sur le nombre d'intermittents ou le régime de l'intermittence à côté. Et si je peux rajouter quelque chose juste sur l'auto-entrepreneur, peut-être, je ne sais pas. Il ne faut pas confondre, effectivement, comme le disait à l'instant Raphaël, pour répondre à ta question, non, on ne peut pas exercer le métier d'artiste en tant que micro ou entrepreneur ou auto-entrepreneur. En revanche, on peut tout à fait développer une autre activité professionnelle en parallèle, sous le régime de micro-entrepreneur. Un artiste, et d'ailleurs il y en a beaucoup qui le font, un artiste chorégraphique qui, à côté de ça, développe une activité, par exemple, d'enseignement ou de soutien scolaire, ou une autre activité quelle qu'elle soit, cet artiste peut tout à fait développer cette activité-là sous le régime de la micro-entreprise. Aucun problème. Ok, parce que c'était un sujet que je voulais aborder plus tard, mais je vais quand même l'aborder maintenant puisqu'on en parle. J'ai donc fait une FAQ sur les réseaux sociaux et j'ai eu beaucoup de questions. J'ai essayé de raccourcir, de scinder les questions pour qu'on soit assez efficace. Mais il y a quelqu'un qui me disait
Je me demande s'il existe d'autres statuts que l'intermittence pour exercer mon métier de danseuse, chanteuse, de manière viable sur le long terme. Bien que ce statut m'ait apporté de l'expérience et une certaine stabilité, il me contraint et m'éloigne de mon objectif principal, créer mes propres projets, shows, EP, performances. Le besoin constant de cachet m'a parfois mené à des expériences loin de mes aspirations. Je ne veux plus rester enfermée dans une boucle de renouvellement qui freine ma créativité. Après tant d'efforts pour obtenir ce statut, j'ai peur de le perdre, mais je me demande aussi s'il existe une alternative plus adaptée à mes ambitions. Parce que dans le métier, on appelle ça cachetonner. Aller un peu à la course au cachet quand on veut garder son régime et avoir une certaine stabilité qu'on a la chance d'avoir en France et qui n'existe, je crois, nulle part ailleurs, sauf en Belgique, mais avec d'autres conditions. C'est vrai qu'on peut avoir l'impression des fois de plus savoir pourquoi est-ce qu'on est dans ce métier de danseuse, chanteuse ou comédien et finalement de cachetonner, d'aller que à la course au cachet. Et donc certaines personnes se demandaient s'il y avait moyen d'exercer donc son métier en micro-entreprise. Et donc... Encore une fois, que pour un certain type d'artiste. Si on fonctionne au numéro, qu'on travaille seul, pas dans une troupe, pas dans une équipe, pas dans un collectif, c'est tout à fait possible. Mais encore une fois, il faut que cette entreprise, elle soit immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Après, la difficulté, c'est que l'intermittence, c'est quand même un complément de revenu pour les jours où on ne travaille pas. Exercer la même activité, mais sous le statut d'entreprise, il faut voir quels sont les revenus qu'on peut en tirer, puisque du coup, là, il n'y a aucun revenu accessoire qui vient compléter les jours où on n'a pas de projet et où on ne travaille pas. Okay. Aucun revenu de remplacement. Voilà. Et il y avait aussi une autre question qui était arrivée, c'était en tant que danseuse ou danseur, j'aimerais commencer l'intermittence du spectacle. Cependant, j'enseigne également des cours de danse hebdomadaires et j'ai lu que cela pourrait avoir un impact sur mes revenus liés à l'intermittence. Pardon. Comment puis-je concilier les deux ? Est-il possible de créer et gérer une association ou une micro-entreprise tout en étant intermittent du spectacle ? Oui, ça c'est comme Samuela le disait, on peut tout à fait cumuler l'intermittence, c'est-à-dire le fait de percevoir des allocations chômage pour les jours où on ne travaille pas. C'est vraiment important de comprendre que c'est ça l'intermittence, c'est percevoir des allocations chômage pour les jours où on ne travaille pas. On peut tout à fait cumuler ça avec une autre activité professionnelle, quel que soit le régime. Des activités de cours de danse salariés, même salariés en CDI, il n'y a aucun problème avec ça, ou une activité sous le régime de la micro ou de l'auto-entreprise, il n'y a aucun problème avec ça. La seule chose, c'est que comme l'intermittence, c'est de verser un revenu pour les jours où on ne travaille pas, si effectivement en parallèle j'ai une autre activité professionnelle, donc c'est des jours où je travaille, donc effectivement je dois déclarer à France Travail ces jours où j'ai travaillé sous un autre régime, et du coup c'est des jours où je ne vais pas percevoir d'allocation chômage puisque c'est des jours où je travaille, puisque le but de l'intermittence c'est de venir verser un revenu de remplacement pour les jours non travaillés. Donc si sur certains jours j'ai travaillé comme professeur, fleuriste, boulanger, etc., effectivement je dois le déclarer à France Travail puisque comme j'ai travaillé, je ne vais pas percevoir une allocation chômage pour ces jours-là. Mais c'est sur un mois donné. Sur le mois suivant, si j'ai moins travaillé, ça n'aura pas d'impact. C'est quelque chose qui va se réajuster tous les mois. Et c'est pour ça aussi que c'est, contrairement à ce qu'on entend beaucoup et toutes les peurs qu'on peut avoir, c'est parfaitement cumulable avec une autre activité, sans aucune difficulté. Le plus gros risque, c'est que sur un mois donné, effectivement, France Travail considère que tous les jours du mois sont travaillés et que du coup, il n'y a aucun revenu qui sera versé au titre des allocations chômage. Mais en même temps, ça veut dire qu'on a travaillé tous les jours de ce mois-là. Et du coup, on n'a pas besoin d'avoir un revenu de remplacement. Et le mois suivant, si ce n'est pas le cas, on retouchera des allocations chômage sur les jours non travaillés. Et au moment du renouvellement de l'intermittence, à partir du moment où on a fait les 507 heures, France Travail ne regarde pas le volume horaire fait au régime général, etc. À partir du moment où les 507 heures sont faites, le régime sera renouvelé. Il n'y a aucun risque à perdre son régime d'intermittent si on travaille en parallèle. Ok. Donc, par exemple, si un danseur qui bénéficie de l'intermittence du spectacle, il n'est pas limité à 70 heures d'enseignement artistique. Non, pas du tout. Les fameuses 70 heures, alors c'est vrai, c'est bien de reprendre toutes ces questions parce que ça permet de dénouer les idées reçues et tout ça. Ce fameux seuil de 70 heures, il existe effectivement, mais il est souvent mal compris. En fait, pour atteindre les fameuses 507 heures et déclencher du coup le versement des allocations chômage au titre de l'intermittence, il faut travailler pour des répétitions, des représentations et accumuler et calculer ces heures.
peuvent aider à atteindre les 507 heures si on ne les atteint pas grâce simplement à ces représentations, répétitions, jusqu'à 70 heures d'enseignement artistique dans la discipline que l'on pratique habituellement. C'est-à-dire que une danseuse qui n'atteint pas les 507 heures, est à 480 heures par exemple, mais à côté de ça a enseigné la danse dans certains établissements limitativement listés par la Convention d'assurance chômage, à ce moment-là, eh bien, elle peut faire compter jusqu'à 70 heures pour atteindre et déclencher ce seuil des 507 heures pour ouvrir ses droits à l'intermittence. Du coup, elle pourrait très bien en faire beaucoup plus. Ça ne serait pas un obstacle à l'ouverture de ses droits, ni voilà. Mais c'est juste que ces 70 peuvent l'aider à atteindre ce fameux seuil de 507 heures qui déclenche l'intermittence. Voilà. Ok. Et il y a aussi, pardon, excuse-moi. Et je voulais juste bien insister, c'est bien 70 heures qui sont rémunérées au régime général. C'est pas des heures rémunérées au cachet ou en tant qu'artiste. C'est bien des heures où on est rémunéré comme enseignant en danse. Exactement. Il y a aussi, pour les personnes qui peuvent avoir du mal à clôturer, on va dire, leurs 507 heures, je reviendrai après sur l'intermittence et comment on fait pour avoir l'intermittence, mais il existe des formations qui sont déclarables et donc avec la possibilité de retranscrire en heures. Je sais pas, je prends une semaine de formation, finalement, peut-être au CND, et ça te permettra de récupérer, je sais pas, 60 heures ou 100 heures pour l'intermittence. Exactement. Dans les règles de France Travail, il y a les 507 heures, comme disait Samuela, tout ce qui est répétition, représentation. Et après, il y a ce que France Travail appelle des heures assimilées, c'est-à-dire des heures qui ne sont pas des heures de travail, mais qui peuvent compter pour le calcul des 507 heures. Et effectivement, la formation professionnelle peut compter dans ces 507 heures, dans la limite de 338 heures, donc c'est quand même beaucoup, à condition qu'on n'ait pas touché d'allocation chômage pendant la formation. C'est-à-dire que si c'est par exemple pour une première ouverture de droit, ça posera pas de problème puisque de toute façon on touche pas d'allocation chômage de la part de France Travail. Et pour un renouvellement, il faut demander pendant la formation à ce que le versement des allocations chômage soit suspendu. En fait, on choisit soit pendant la formation, je continue à toucher un revenu de remplacement de la part de France Travail, soit je suspends le versement de cette allocation. Et dans ces cas-là, les heures de formation vont compter dans mes 507 heures. Ok. Je reviens un petit peu sur le côté auto-entreprise et intermittence pour clôturer ce petit chapitre-là. Donc, pour résumer, il est possible de cumuler l'intermittence et une micro-entreprise, peu importe si la micro-entreprise, c'est de la prestation de service ou du ménage ou de la prestation en tant que babysitter ou peu importe ce qu'on veut. Donc ça, c'est possible. Tout à fait. Et le régime de l'intermittence est aussi cumulable avec d'autres statuts comme les associations, SASU, SAS. Alors, ne pas confondre. Ouais. Lorsque tu parles d'associations, SASU, etc., tu parles pas de statut des individus, tu parles de forme juridique d'entreprise. Oui, tout à fait. L'idée, c'est un individu donc, qui est inscrit à France Travail, qui perçoit des allocations chômage au titre de l'intermittence et qui se pose la question de cumuler ses activités artistiques, son revenu de remplacement France Travail et d'autres activités. Cet individu peut le faire de différentes manières et d'autant de manières qu'il le veut, soit sous le statut de travailleur indépendant, comme on disait, donc micro-entrepreneur ou ayant une SASU ou ayant une URL, ou voilà, soit en tant que salarié, alors après d'une association ou salarié de n'importe quelle entreprise, quelle qu'elle soit, tant que toutes ces activités professionnelles-là sont déclarées à France Travail. Et du coup, derrière, génère un calcul de nombre de jours non indemnisables par France Travail sur le mois qui suit. Voilà. Okay. La question qui peut se poser ici, c'est, et qu'on a souvent, est-ce que quelqu'un qui touche des allocations chômage de la part de France Travail au titre de l'intermittence peut être président d'une association, par exemple? C'était ma future question. Voilà. Quelle transition. Parce que ça, être président d'une association, c'est a priori une activité qui est bénévole. Et en fait, le fait de toucher des allocations chômage n'a pas vocation à permettre à quelqu'un, du coup, d'exercer une activité bénévole. Je peux être président d'une asso et exercer cette activité de manière bénévole sans me préoccuper de gagner ma vie parce que je touche des allocations chômage. En fait, c'est les allocations chômage qui financent, entre guillemets, cette activité bénévole. Ça, c'est interdit.
Okay. Puisque quand on est au chômage, on a une obligation de recherche d'emploi. Donc, on ne peut pas être président d'une association, en principe. Après, si on peut démontrer que cette association, elle n'a pas d'activité, enfin, une activité qui est très minime sur l'année et que du coup, être président de cette association ne nous prend pas de temps et ne nous empêche pas de rechercher du travail, parce qu'il ne faut pas, on se répète, mais il ne faut pas oublier que l'intermittence, c'est un régime spécial d'assurance chômage, c'est-à-dire qu'il faut remplir les conditions de demandeur d'emploi, et une des conditions de demandeur d'emploi, c'est d'être à la recherche permanente et effective de travail. Donc si on peut démontrer que le fait d'être président de cette association, que l'activité est tellement minime que ça ne nous empêche pas du tout de continuer à chercher du travail, on pourra cumuler les deux. Mais sinon, là, France Travail peut déclencher un contrôle et y trouver quelque chose à redire, parce que c'est une activité qui est bénévole. Après, pour les activités professionnelles, il n'y a pas de souci, on peut les faire à condition de les déclarer à France Travail. Ok, donc si je continue, par exemple, pour ma part, admettons, je crée une association, j'en suis présidente, et qu'à côté, je continue à faire mes tournées de spectacles, à continuer à faire mes cachets, à travailler au régime de l'intermittence, il n'y a pas de problème. Tu vas te heurter à un autre problème qui est celui de... Parce que j'imagine que si tu désires créer une association, celle dont tu parles, dont tu serais présidente, c'est pour monter des spectacles, par exemple, produire des spectacles ou donner des cours, ou je ne sais. Et pour aussi gagner ta vie grâce à ça. Et aussi être, parce que c'est obligatoire de toute façon, être déclaré et salarié pour ça. Auquel cas, là, tu vas te heurter à un autre problème qui est d'être à la fois employeur et salarié de la même structure. Il faudrait, dans ce cas-là, que ce soit plutôt d'autres personnes qui créent cette association pour valoriser ton travail, qui désirent effectivement t'aider à développer, soutenir ton travail, que ce soit ton travail artistique, ton travail pédagogique ou autre. Et donc, elle-même s'investir et diriger une association dont tu serais la salariée. Ok. C'est intéressant de parler de ça parce que je sais qu'il y a plusieurs... j'ai déjà entendu plusieurs personnes dans le milieu qui aimeraient être intermittents et avoir justement d'autres choses à côté comme l'auto-entreprise ou l'association ou d'autres formes juridiques, d'autres statuts juridiques comme la SASU, l'URL dont on parlait. Et c'est vrai que souvent on est un peu perdu, on ne sait pas quoi choisir parce qu'il suffit on coche pas la bonne case et donc ça peut nous mettre dans la panade. Du coup, d'être président ou d'être salarié de son association, c'est quand même pas pareil, mais ça peut quand même permettre d'avoir son asso à côté. Selon c'est pas censé être son asso. Oui, si on est effectivement salarié de cette association, de fait, ça paraît totalement antinomique de dire que c'est mon asso alors que j'en suis entre guillemets uniquement salarié. Voilà, l'idée c'est si j'en suis la salariée pour telle ou telle fonction, je ne peux pas en parallèle en être la dirigeante. Ok. Donc comme ça, on est bien clair. On peut aussi bénéficier de l'intermittence et faire la déclaration d'entrepreneur de spectacle, l'enseignement licence du spectacle ? Non. D'accord. Ça n'est pas conseillé. Alors, encore une fois, c'est exactement le même raisonnement que celui que tenait Raphaël tout à l'heure. Ce n'est pas interdit. Il n'y a aucun texte dans l'assurance chômage qui l'interdise. Cela dit, si l'on est considéré comme le déclarant, le représentant d'une structure qui a la licence, enfin, anciennement la licence, parce que maintenant c'est une simple déclaration d'activité d'entrepreneur de spectacle. Bref, si l'on représente une structure en tant que déclarant pour cette déclaration d'activité d'entrepreneur de spectacle, à ce moment-là, France Travail pourrait considérer qu'on n'est plus à la recherche effective et permanente d'un emploi parce que on représente une structure pour ses activités de production de spectacle, qu'on est représentant de l'employeur et que par ce biais, on est occupé à autre chose que rechercher un emploi. Voilà. Donc, ce n'est pas conseillé mais que ce soit pour tout chômeur, selon le régime de l'intermittence comme le régime général, il est a priori déconseillé de représenter une entreprise qui détient cette fameuse licence ou cette fameuse déclaration d'activité. Il ne faut pas en être le représentant, quoi. Non. D'accord. Et a fortiori, si c'est dans une structure qui est susceptible de nous embaucher. Encore moins, oui, effectivement. Moins. On ne peut pas être le déclarant de cette licence d'entrepreneur de spectacle dans une structure qui va nous salarier derrière. Puisque là, à nouveau, on ne peut pas être à la fois l'employeur et le salarié. Dans ces cas-là, ça permet à France Travail de remettre en question l'existence même du contrat de travail. C'est ce que France Travail appelle la direction de fait. C'est-à-dire que France Travail va venir chercher si cette structure
qui en est dans les faits le dirigeant, qui se comporte comme étant le dirigeant de cette structure. C'est ce qu'on appelle la direction de fait, puisque cette structure, elle a des dirigeants de droit qui sont les membres du bureau. Et France Travail va aller chercher, ok, mais en vrai, dans la réalité, qui se comporte comme le dirigeant de cette association. Et du coup, c'est la méthode du faisceau d'indices. Donc, la méthode du faisceau d'indices, c'est le principe que France Travail, il n'y a pas un seul élément qui va lui permettre de requalifier le statut de la personne en dirigeant de fait. C'est une accumulation de plusieurs choses. France Travail va regarder, est-ce que le siège social de l'association, c'est ce salarié ? Est-ce que ce salarié, il a une procuration sur le compte bancaire de la structure ? Est-ce que la structure, elle porte le nom du salarié ? Est-ce que le salarié, il a une délégation de pouvoir ou de signature qui lui permet de signer les contrats ? Est-ce que sur le site internet de la compagnie, le contact pour la compagnie, c'est le numéro de téléphone de ce salarié ou l'adresse mail de ce salarié ? C'est plein de petites choses comme ça qui vont permettre à France Travail de dire ça, un salarié ne se comporte pas comme ça, n'a pas ses autorisations, ne peut pas faire cela. Et du coup, c'est l'accumulation de tous ces indices qui va permettre à France Travail de dire en fait, ce salarié se comporte comme étant le dirigeant de la structure. Il n'en est pas le salarié, puisqu'on ne peut pas caractériser ce qu'on appelle un lien de subordination entre la structure et cette personne. Du coup, il n'y a pas de contrat de travail. Et s'il n'y a pas de contrat de travail, il n'y a pas d'assurance chômage derrière. C'est ça qui permet à France Travail de venir renier l'existence d'un contrat de travail et de demander le remboursement des allocations chômage qui ont été perçues en application d'un contrat de travail qui, en fait, n'existe pas, puisque cette personne est en réalité le dirigeant de l'association. Ce qu'on conseille avec Samuela, toujours, c'est de se poser la question, si je travaillais dans une grosse entreprise, si j'étais vendeur de vêtements dans une grosse entreprise, est-ce que ça me paraîtrait logique ? Est-ce que ça me paraîtrait logique de recevoir chez moi le courrier pour mon employeur ? Bah non. Est-ce que ça me paraîtrait logique d'avoir un accès au compte bancaire de mon employeur ? Bah non plus. Est-ce que je trouverais ça normal de pouvoir signer des contrats de travail à la place de mon employeur ? Ah bah non. Donc voilà, d'essayer de se replacer dans un autre contexte pour voir si ce qu'on s'apprête à faire, est-ce que c'est quelque chose qui, si j'étais salarié dans une grosse entreprise, est-ce que ça me paraîtrait normal de faire ça ou pas ? Donc voilà, très attention à tous ces petits indices. Donc s'il y a tous ces petits indices, il y a anguille sous roche. Exactement. Je refais un petit point aussi sur le fait que tout à l'heure on disait que quand on a une activité externe au régime de l'intermittence, comme par exemple une société ou en étant auto-entrepreneur, il ne faut pas oublier de déclarer aussi ses chiffres d'affaires à l'URSSAF avant de aussi les déclarer à Pôle emploi. Je précise pour s'il y a des personnes très jeunes qui nous écoutent. Puisqu'il y a des cotisations sociales à verser sur le chiffre d'affaires que l'on a engrangé pour cette activité-là. Donc bien sûr, il y a d'un côté les cotisations à verser et les déclarations à faire à l'URSSAF. D'ailleurs, c'est important que tu le dises. Quand on est micro-entrepreneur, on a le choix entre déclarer son chiffre d'affaires tous les mois ou tous les trimestres. Eh bien, si l'on est demandeur d'emploi à côté, et notamment au titre de l'intermittence, on doit, tu le sais, faire sa déclaration tous les mois à France Travail. Eh bien, dans ce cas-là, lorsque l'on est en micro-entrepreneur à côté pour d'autres activités, il faut opter pour aussi, auprès de l'URSSAF, la déclaration mensuelle et non trimestrielle, pour que ça se fasse en même temps et qu'on puisse délivrer à France Travail la preuve de sa déclaration de chiffre d'affaires mensuellement et donc en parallèle de la déclaration de situation mensuelle qu'on fait à France Travail. Ouais, c'est beaucoup plus simple. Il faut absolument opter pour ça. Ouais. Voilà. Je reviens sur l'intermittence. On a beaucoup parlé de ce régime depuis tout à l'heure, mais on n'a pas vraiment évoqué ce que c'était dans le sens où comment on fait pour l'obtenir. On a parlé des fameuses 507 heures qui peuvent correspondre plus ou moins à 43 cachets, donc 43 contrats de travail. Un cachet, c'est 12 heures, mais aussi on peut cumuler avec des heures de répétition. J'en dis beaucoup trop et je vais vous laisser la parole. Tu as l'air de maîtriser, Maëlle, ouais. Ça fait 10 ans que je suis intermittente du spectacle. Je commence à bien maîtriser, ouais. Mais vous êtes là pour ça et pour en parler. Quels sont comment on devient intermittent, comment France Travail ouvre nos droits, voilà. Alors, bon, allez, je me lance et puis... Vas-y, moi je ferai sur le cachet. Ah voilà, toi, tu expliqueras le cachet. L'intermittence, donc comme je le disais,
prend sa source dans le statut de salarié des artistes. Donc les artistes accumulent chez différents employeurs, ou pas d'ailleurs, différents contrats de travail pour des répétitions, des représentations. Toutes ces heures de travail ou les cachets perçus s'additionnent pour, on l'espère, atteindre à minima 507 heures en 12 mois. Comment on fait ? Et à côté de ça, en parallèle, France Travail va prendre également des heures assimilables, à savoir potentiellement des heures de formation professionnelle suivie, des heures de travail effectuées en tant que salarié dans une compagnie européenne, des heures potentiellement de congé maternité ou d'arrêt maladie interrompant des contrats de travail. Bref, il y a différentes règles d'assimilation pendant cette période. On dit France Travail recherche 507 heures en 12 mois. D'accord ? Le point de départ des 12 mois, qu'est-ce que c'est ? C'est une fin de contrat de travail en France, fin de contrat de travail en France et non une fin de contrat de travail en Allemagne, par exemple. À partir de cette fin de contrat de travail, on peut aller s'inscrire à France Travail si on ne l'est pas déjà. Et France Travail va prendre cette date de fin et remonter 12 mois avant. Et regardez ce que vous avez fait dans les 12 mois qui précèdent cette fin de contrat de travail. Fin de contrat de travail en tant qu'artiste. Bien sûr. Fin de contrat de travail ou technicien. Pardon, parce que tout à l'heure, j'ai parlé des 43 cachets et des 507 heures. Mais pour les techniciens, c'est l'annexe 8. Exactement. Et les artistes, c'est l'annexe 10. Et ce ne sont pas les mêmes conditions. Je crois que le cachet est de 10 heures pour les techniciens. Il n'y a pas de cachet pour les techniciens. Pardon, voilà. Les heures, c'est compté les conditions d'ouverture de droit sont les mêmes. Il faut faire 507 heures dans le secteur du spectacle sur 12 mois, d'accord, que l'on soit technicien annexe 8 ou artiste annexe 10. Et les heures sont cumulables entre elles, c'est-à-dire que l'on peut tout à fait être à la fois danseur, danseuse et chargé de production ou ingénieur lumière, d'accord, et cumuler tout ça pour atteindre les 507 heures. Après, le calcul de l'allocation est un petit peu différent pour les techniciens et pour les artistes. Et France Travail ouvrira les droits aux allocations selon le régime où on a le plus d'heures, en fait, soit annexe 8, soit annexe 10, d'accord ? En tout cas, le point de départ de cette fameuse période de référence qu'on appelle période de référence de 12 mois, c'est une fin de contrat de travail en tant qu'artiste ou technicien, effectivement. Pardon, j'ai plusieurs questions qui me viennent en tête et surtout qui sont devant moi. Tout à l'heure, tu disais qu'on peut faire tous ces cachets avec plusieurs employeurs ou pas. Oui. Donc, il y a aussi un cliché un peu très bien, sur ça où j'ai déjà entendu... Ah non, il te faut absolument 2 employeurs au minimum différents, sinon tu feras jamais ton intermittence. Ça fait partie des idées reçues aussi, assez justifiées, parce que effectivement, ça fait peur. En fait, ce qui se passe lorsque l'on a un seul employeur sur toute la période de référence, parce que ça arrive effectivement de faire toutes ces heures, selon les saisons, quoi. On peut faire toutes ces heures chez un même employeur. Une comédie musicale qui vous embauche pour toute une tournée très longue, enfin bref. Et c'est tout à fait possible. La seule chose qu'il faut avoir en tête, c'est que cela va déclencher automatiquement chez France Travail un contrôle. Voilà. France Travail va vouloir aller contrôler que si vous avez fait toutes vos heures chez un même employeur, cet employeur, il ne s'agit pas de contrat de complaisance ou que cet employeur n'aurait pas dû vous engager en CDI ou voilà. C'est tout. Mais on peut tout à fait faire ces 507 heures ou plus chez un seul et même employeur pendant une période de référence. Il faut juste avoir en tête que ça va déclencher un contrôle France Travail. Et est-ce qu'on a envie d'être contrôlé par France Travail ? C'est pas forcément un mal, mais je comprends que ce soit stressant. Effectivement, je comprends que ce soit stressant. En plus, ça veut dire que ça décale souvent l'ouverture de droit. Ça peut aussi peut-être imputer toutes ces choses-là. Ça peut suspendre, effectivement, ça peut prendre du temps, c'est vrai. Et quand on est intermittent et qu'on sait qu'on a des périodes creuses, on n'a peut-être pas envie aussi d'être face à ça. Mais en tout cas, si jamais ça arrive et que vous n'avez eu qu'un employeur dans l'année, ce n'est pas grave, pas de stress, voilà. Tout à fait. Quelles sont les conséquences si l'on démissionne de l'un de ces contrats au régime intermittent ? Ah, c'est intéressant. Que l'on démissionne ou pas... on ne peut pas démissionner déjà d'un contrat au régime intermittent. Un contrat au régime intermittent, c'est un CDD d'usage, donc c'est les règles du CDD qui s'appliquent. Et quand on est en CDD, le contrat doit aller jusqu'à son terme. On ne peut pas être licencié, on ne peut pas démissionner quand on est en CDD. Donc la question... Okay. Ouais. Donc si par exemple...
ça se passe mal dans mon entreprise avec mon employeur qui m'embauche en tant qu'artiste. Ça dépend à quel point ça se passe mal. Pour des raisons X, Y. Non, parce que le principe, c'est qu'on peut pas démissionner et on peut pas être licencié quand on est en CDD. On est engagé jusqu'au terme du contrat. Après, il y a des cas de rupture anticipée qui sont possibles, notamment la faute grave. Si l'employeur ou salarié commet une faute grave, évidemment, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au terme du contrat. Mais si c'est juste qu'on n'arrive pas trop à travailler ensemble, qu'on s'entend pas, etc., on peut pas démissionner. La solution dans ce cas, qui est un autre cas de rupture anticipée, ça peut être un accord écrit entre l'employeur et le salarié sur la rupture de ce contrat. Okay. Il est possible de se mettre d'accord sans procédure particulière et de manière beaucoup plus informelle que la fameuse rupture conventionnelle qu'on connaît pour le CDI. On rédige par écrit la date à laquelle on veut rompre, on veut arrêter le contrat d'un commun accord, d'accord, et dans quelles conditions, c'est tout. Alors, tu vois, d'un commun d'accord, mais souvent, si l'artiste il veut partir et que son employeur il veut pas... Bah oui, mais on peut pas démissionner. Il peut pas le faire, sauf dans certains cas. Il y a le cas d'une embauche en CDI ailleurs. Imaginons que tu sois en CDD quelque part et puis qu'on te propose un CDI ailleurs. Là, tu pourras toujours rompre ton CDD pour aller accepter ton CDI. Cela dit, ça ne marche que pour un CDI. Attention, hein, tu es en CDD quelque part, très réduit, mal payé, et tu préférerais accepter un CDD mieux payé, beaucoup plus long ailleurs. Ce n'est pas possible. Okay. L'autre cas, c'est en cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail. En cas d'inaptitude du salarié à occuper son poste, eh bien, dans ce cas-là, l'employeur peut s'en séparer, effectivement. Okay. Tu vois, c'est des cas très réduits comme ça, très restreints et très encadrés par la loi. Mais juste, ça ne va pas, ça ne me plaît pas, finalement, je m'en vais. Ce n'est pas possible. Pareil du côté de l'employeur. Hein. Oh, finalement, il ne me plaît pas. Voilà. C'est pour ça que la période d'essai existe, d'ailleurs. Les périodes d'essai sont faites pour ça, pour s'essayer l'un l'autre, entre guillemets, pour que le salarié voit si cette collaboration lui convient et l'employeur également. Je donne ça comme exemple. Je ne parle pas évidemment du côté finalement le spectacle ne me plaît pas parce que j'ai pas mon solo ou mon duo. Je ne parle pas de ça, mais je parle plutôt de demain il commence à y avoir du harcèlement au travail ou des choses comme ça. Ça c'est une faute grave. Okay, tout à fait. Donc ça permet de rompre le contrat. Mais là où ta question est hyper intéressante, et on a souvent ce cas-là, c'est plutôt les artistes qui, en début d'activité, ils ont une activité artistique, des CDD d'usage, etc. Ils touchent pas encore l'intermittence du spectacle. Du coup, en débutant cette activité d'artiste, ils continuent d'avoir un CDI au régime général à côté. Par exemple, tous les week-ends, je suis fleuriste les samedis pour venir compléter mes revenus parce qu'aujourd'hui, avec mes contrats d'artiste, j'arrive pas à payer mon loyer. Ça, c'est très fréquent. Et puis, je fais de plus en plus de contrats. Je sens que j'approche des 507 heures, que je vais pouvoir, du coup, demander une ouverture de droit à France Travail. Et du coup, je démissionne de mon contrat de fleuriste. Ça, surtout pas. En fait, la démission, elle remet absolument tous les compteurs à zéro, quel que soit le régime du contrat. D'accord. Okay. Donc, si tu démissionnes de ton poste en tant que fleuriste, dans mon exemple, tout ce qui s'est passé avant, l'ardoise est effacée. Et France Travail, si tu vas demander une ouverture de droit, il va compter que ce qui s'est passé depuis la démission du contrat en tant que fleuriste. C'est pas parce que pour nous, c'est deux régimes différents, le régime général et l'intermittence du spectacle, qu'on s'en fiche de démissionner du régime général, on va garder les heures à l'intermittence. Pas du tout. Puisque France Travail, encore une fois, c'est un régime spécifique d'assurance chômage. Lui, ce qui l'intéresse, c'est que les gens travaillent et aient de quoi subvenir à leurs besoins. Donc, si on démissionne, on fait le choix de quitter un emploi, ça efface toute l'ardoise. Tout ce qui a été fait avant est effacé. Donc, très bon à savoir. Ouais. Je reviens sur le cachet. C'est possible ou c'est interdit en France par France Travail de réaliser 2 cachets dans la même journée ou est-ce qu'il est possible même d'en réaliser plus ? Idée reçue. Idée reçue. Il faudrait un petit jingle idée reçue. Une clochette. Tu veux nous le faire ? Je n'oserais pas. Idée reçue, effectivement. France Travail ne pose pour limite de cachets que 28 cachets par mois. Voilà. Et France Travail ne prendra en compte pour le calcul des 507 heures que maximum 28 cachets par mois. Vous pouvez en faire plus, bien sûr, et je vous le souhaite, mais 28, c'est déjà pas mal par mois. Oui. Vous pouvez en faire plus, mais quoi qu'il en soit, pour calculer le fameux seuil des 507 heures, Pôle emploi n'en prendra que 28. Mais par jour, il n'y a aucune limite. On peut tout à fait danser sur différentes représentations dans la même journée. 1, 2, 3, 4, 5, il peut y avoir X cachets par jour. Il n'y a
c'est difficile à dire, cachets par jour. Cachets par jour. Il n'y aura absolument aucune limite posée par France Travail. Ok. Nickel. Et c'est même obligatoire. Et c'est même obligatoire. Parce qu'on est beaucoup à se poser ces questions-là, mais tu penses que je peux accepter un deuxième job en fin de journée parce que j'ai fait déjà un truc Absolument, ce matin, mais que ce soit chez le même employeur ou chez des employeurs différents. Oui. Un même employeur qui vous fait danser en matinée et en soirée doit normalement vous déclarer et vous payer 2 cachets. Voilà, que ce soit chez le même employeur ou chez des employeurs différents, on peut cumuler plusieurs cachets dans la même journée. Le même employeur peut faire plus de 2 cachets ou pas? Ou non, Bien il y a sûr. quand même une limite. Oui. Ok. C'est pour ça me semble important à ce niveau-là de venir D'expliquer ce que c'est que le cachet. Ouais. Ça nous fait une belle transition. Ah là là. Dis donc. Parce que pourquoi c'est même obligatoire, c'est que un cachet c'est un salaire, donc ça va avec une prestation de travail. Et pardon, je te coupe, mais un cachet n'est pas un contrat de travail. Non, un cachet n'est pas un contrat de travail. Un cachet c'est un salaire, donc c'est ça un mode va, de rémunération voilà. même. C'est une façon de c'est une rémunérer. façon de payer les gens, donc ça va avec un contrat de travail, un bulletin de paie, etc. Et un cachet, il rémunère une représentation et que une représentation. Donc si dans la journée on fait plusieurs représentations, où on fait une répétition et une représentation, le cachet ne prend en compte que la rémunération d'une seule représentation. Donc on doit payer en plus un service de répétition, et si on fait un jeune public dans un festival avec 3 représentations par jour, eh bien on va toucher 3 cachets. Parce que le cachet couvre 12 heures de travail effectif. Pas du tout. Voilà, mais pourtant il est de 12 heures. Un cachet, le principe d'un cachet, c'est que c'est une rémunération qui est forfaitaire. Ça veut dire que c'est une rémunération qui est déconnectée justement du temps de travail effectif qui est fait par l'artiste. Le cachet minimum qui est fixé par une convention collective, il est de 160 € brut, quelle que soit la durée de la représentation et quel que soit le temps de présence de l'artiste sur scène. On va toucher un cachet pour une représentation, que la représentation elle dure 30 minutes ou qu'elle dure 3 heures. On touche un cachet pour une représentation. Le principe de cette rémunération forfaitaire, le problème qu'on va rencontrer, c'est qu'en face, on a des organismes sociaux qui demandent de justifier un certain nombre d'heures de travail pour pouvoir ouvrir des droits. France Travail, il faut 507 heures sur 12 mois. Ouvrir des droits à un congé maternité, il faut 150 heures sur 3 mois. Du coup, les organismes sociaux, ils ont mis en place une traduction de ces cachets en heures. Une traduction qui est purement administrative et qui ne correspond pas du tout à du temps de travail effectif. Et effectivement, pour France Travail, un cachet correspond à 12 heures. Et ce qu'on sait moins, c'est que pour la sécurité sociale, un cachet correspond à 16 heures. C'est pas en plus les mêmes traductions en fonction des organismes sociaux. Pourquoi un cachet, c'est autant d'heures déclarées auprès des organismes sociaux? C'est que les organismes sociaux reconnaissent que pour mener à bien son travail d'artiste, il y a tout un temps de travail qui est absolument nécessaire et qui se fait pas sous contrat de travail, qui n'est pas rémunéré par un employeur. Un comédien, il doit arriver en répétition en connaissant son texte. Un musicien, il doit travailler sa partition chez lui. Un danseur, il doit en permanence se maintenir en forme, acquérir des nouvelles compétences physiques, etc. Et tout ça, c'est du travail qui est indispensable à la tenue du métier, mais qui ne se fait pas sous contrat de travail. Et il a fallu trouver un moyen pour valoriser ce temps de travail dans des ouvertures de droits sociaux. Donc c'est pour ça qu'un cachet, ça correspond à 12 heures, mais pour une représentation jeune public de 30 minutes, c'est parce que les organismes sociaux ont cherché à valoriser tout ce temps de travail qui se fait entre différents contrats. Très bien. Voilà. Donc ça veut dire qu'un employeur, pour vulgariser un peu la chose, n'a pas le droit de nous dire « regarde, ton cachet est de 12 heures, donc comme tu arrives à 10 heures, tu vas repartir à 22 heures et tu feras 2 spectacles dans la journée. » Absolument. Surtout que la durée maximale normalement de travail, sauf rares exceptions, est de 10 heures. Donc voilà. Et pour compléter, cette explication montre bien que ce mode de rémunération au cachet ne concerne que les artistes. Parce que les techniciens, eux, doivent toujours être payés à l'heure. Eux n'ont pas besoin, il n'y a pas de temps impalpable et invisible et non effectué sous contrat de travail pour un technicien. Le technicien, comme on le dit souvent, l'ingénieur lumière, il va pas nettoyer ses projets chez lui. Voilà, il ne travaille et ne doit être déclaré que sur les heures où il est présent pour les répétitions et les représentations. En ça, effectivement, cela implique que les techniciens sont toujours payés à l'heure effective travaillée, d'accord ? Et jamais au cachet. Le cachet, c'est vraiment que pour les artistes du spectacle, puisque le but est de prendre en compte toutes ces heures
qui se font. Et un cachet, on ne peut pas rémunérer un artiste qui donne un cours de danse sans cachet. Et non. Voilà, ça c'était aussi une petite idée reçue. Les répétitions doivent être obligatoirement rémunérées. Bien sûr. Voilà, non mais c'est des questions que je pose. Oui. Parce que j'entends encore des choses du style non mais t'as de la chance, t'imagines, t'es quand même rémunéré pour ce que tu fais. Heureusement, que ça ne se pratique pas, ça on le sait bien, Et encore une fois, c'est pas mérite salaire. C'est pas un cachet journalier. Je te donne un cachet, donc je peux te demander une journée de travail où tu fais ce que je veux. Non, c'est un cachet pour une représentation. C'est la règle. On arrive vers la fin de cet épisode, je pense qu'il a été quand même bien complet. Sauf si vous avez des choses à rajouter sur l'intermittence, le cachet, des choses qu'on aurait oubliées, cumuler deux régimes de statut, non ? Non, peut-être juste sur le cachet, parce que c'est une question qu'on a souvent dans la convention collective des entreprises artistiques et culturelles, qui est donc la convention collective qui va s'appliquer aux entreprises de spectacle qui reçoivent des subventions publiques. Dans cette convention collective, il est possible de rémunérer plusieurs représentations, 2 représentations avec un cachet. C'est possible, à condition que ce soit des représentations de moins de 45 minutes dans un même lieu, avec moins de 4 heures entre les 2 représentations. Voilà, c'est le seul cas où, avec un cachet, je peux rémunérer 2 représentations. Mais donc, on voit bien que c'est quand même des cas qui sont très particuliers et que le principe reste une représentation égale un cachet. Très bien. Quelles ressources ou premiers réflexes conseillez-vous aux artistes qui ont une question juridique ? De venir vous voir. Exactement. De remplir le formulaire élaboré à cet effet. C'est vrai, pour réflexe, anticiper. Et ne pas hésiter à nous solliciter pour que l'on relise, pour que l'on réponde à leurs questions, que ce soit par mail. Il y a tout simplement, c'est vrai, un formulaire à remplir sur notre site internet qui permet de joindre des documents, de nous formuler des questions et on y répond au fil de l'eau par ordre d'arrivée et on répond à tout le monde et autant que de besoin. C'est totalement gratuit et confidentiel, c'est important de le dire. Très bien. C'est important de le dire, effectivement. De ne pas hésiter à aller chercher de l'aide quand on peut en plus avoir des ressources gratuites. Vous faites également des formations aussi qui sont disponibles sur le site du CND ou sinon de ne pas hésiter à vous envoyer un mail. Le mieux, sans doute, pour être au courant de tout notre programme d'activité, parce qu'on organise des formations professionnelles, des ateliers, des webinaires, des conférences, enfin tout un tas de choses, c'est de s'inscrire à la newsletter pro du CND. Comme ça, vous êtes tenu au courant de tous les événements pro, les formations, donc encore une fois, les webinaires et tout ça, et pas seulement les spectacles, quoi. Oui, enfin, voilà. Donc le mieux, c'est ça. Et après, il y a toujours le modus operandi pour s'inscrire, etc. Voilà. Très bien. Eh ben, merci beaucoup à toutes les deux pour cette première interview. Parce merci qu'on a à toi. 2 autres qui nous attendent. Gardez de la place dans vos carnets. Faites une pause aussi entre ces 2 épisodes. Et puis je vous remercie. On se retrouve très vite pour un 2e épisode. Merci, à bientôt. À bientôt.